Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le premier modèle 100% électrique de Volvo, le constructeur suédois à capitaux chinois. Pourquoi je dis premier modèle 100% électrique? Bien parce que ce C40, qui est étroitement dérivé du XC40, contrairement à son frère, ne sera pas disponible avec des versions hybrides ou même hybrides rechargeables et sera uniquement proposé à la vente en 100% électrique. Comme il est dérivé du XC40, il présente bien évidemment des similitudes avec lui, à commencer par la calandre fermée. C'est un SUV qui fait 4,44 m de long et surtout avec un profil complètement différent, puisque vous le voyez, l'arrière se termine en coupé. On a une baie de pare-brise aussi qui est plus inclinée que sur son grand frère. Voilà, et puis l'arrière qui finit en coupé. Une très belle ligne, c'est ce qui fera sans doute le succès de l'auto. Malheureusement, cette ligne massive, et malgré quelques appendices aérodynamiques, en particulier le becquet à l'arrière, eh bien le C40 affiche un CX plutôt médiocre pour une voiture électrique de 0,32. Donc comme la surface frontale reste importante quand même, c'est quelque chose qui comptera surtout à grande vitesse sur autoroute, où en plus la voiture sera pénalisée à la fois par son poids élevé et puis par la technologie de ses moteurs. Les moteurs sont ceux du XC40, deux moteurs, donc 4 roues motrices pour ce C40, des moteurs synchrones à aimant permanent qui développent la puissance alors très respectable de 400 chevaux, mais surtout 660 Nm de couple. Autant vous dire que ça va déménager au démarrage. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré cette cavalerie, Volvo a fait le choix d'équiper ce C40 d'origine de pneus 4 saisons. Il s'agit de Michelin Cross Climate qui sont ici en version 19 pouces. On peut avoir une option 20 pouces comme d'habitude que je vous déconseille. Ce qui prouve tout d'abord que ces pneus 4 saisons sont capables de résister à des puissances et des couples très élevés. On parlait des moteurs, je ne vais pas vous les faire voir. Si je soulève le capot, c'est simplement pour vous montrer ce petit espace de rangement à l'avant, pratique pour y ranger les câbles. 31 litres, on a bien sûr un coffre à l'arrière. Ce coffre il perd une trentaine de litres par rapport au XC40, mais reste tout de même très correct, 413 litres au total. Et puis surtout, vous avez encore un double fond qui permet de ranger, on va dire, allez, quelques petits sacs ou comme ici, de mettre, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, tiens, une toile de tente. Non, c'est un filet pour les bagages derrière. Ce qui est important, c'est que malgré le pavillon qui est abaissé de 6 cm, la garde au toit à l'arrière reste vraiment tout à fait correcte. Même pour des personnes qui seront grandes, on est à l'aise en fait. À 4 pour voyager, la place du milieu est un peu moins confortable. Cette version First Edition, la seule disponible au lancement, est proposée avec un toit vitré panoramique qui donne une belle impression d'espace à l'intérieur. L'intérieur qui reprend, alors presque trait pour trait, celui du XC40. On ne va pas s'en plaindre parce que la qualité de fabrication est extrêmement bonne et puis c'est écolo, en particulier avec ces sièges dont l'assise est en microfibre en partie recyclée. Les moquettes également sont issues de tissus recyclés. La planche de bord est comme d'habitude sobre, élégante et high-tech, avec en particulier un grand écran central qui fait aujourd'hui appel à une technologie Google, on va y revenir, avec des compteurs digitaux, et puis une petite touche d'originalité, ce bandeau qui s'appelle Topographie, qui est en plastique recyclé et qui est inspiré des cartes topographiques, et on le verra peut-être s'il fait nuit, il est rétro-éclairé. La fameuse interface homme-machine qui fait appel à une techno Google, on a d'ailleurs Google Maps qui aujourd'hui en termes de navigation est sans doute ce qu'il y a de plus efficace, puisqu'en plus c'est mis à jour pratiquement quotidiennement. Le seul problème pour moi avec, alors c'est pas la réactivité, c'est pas le graphisme, c'est que pour accéder à des paramètres de conduite par exemple, il faut passer par un menu qui est un peu compliqué. On aurait pu avoir 2-3 touches directes. Vous savez que j'aime bien quand même les touches physiques, même si on en a encore quelques-unes ici, pour commander en particulier la radio. Et si vous voulez commander la clim, on passe par l'écran tactile. Évidemment, chargeur à induction pour téléphone, et comme dans beaucoup de Volvo, on a une installation audio qui me ravit. Ici Harman Kardon, 600 watts avec 13 haut-parleurs.
presque une salle de concert. On a une nouveauté par rapport au XC40 ici. On a ce que Volvo appelle un range optimizer. Voilà, on va activer en limitant certaines fonctionnalités, en particulier de la climatisation, ce qui va pouvoir permettre d'augmenter un petit peu l'autonomie, ce qui restera le point faible de toute façon de l'automobile. Pour démarrer, pas de bouton, pas de clé de contact, on monte dans la voiture et puis simplement on manie ce petit levier à commande électrique. Alors je suis un peu déçu parce qu'avant on avait du cristal sur certains modèles Volvo, mais il faut bien faire des économies quelque part. J'avais réellement été séduit par le confort watté du XC40. Bon, le C40 a une ligne plus dynamique, donc Volvo a quelque peu modifié les réglages de suspension afin de mieux coller à l'image de la voiture. Bon, rien de catastrophique, hein. D'abord parce que on garde les roues de 19 pouces d'origine et pas l'option de 20 pouces qui à mon avis doit présenter nettement moins de confort. Vous voyez, si on est sur une petite route qui n'est pas particulièrement plate, en fait on n'est pas très secoué, la voiture conserve un certain confort. C'est pas le moelleux, le watté du XC40, mais c'est absolument pas un souci. Puis on va voir si ce nouveau réglage de suspension permet d'avoir un peu plus de précision dans les petits coins avec la puissance quand même conséquente. Ce qui reste vraiment étonnant avec cette voiture, c'est ça, quoi. C'est les capacités d'accélération. On peut faire 0 à 100 en 4 secondes 7. Et effectivement, alors il y a quand même 2 tonnes 2 à emmener, mais on n'a pas du tout le sentiment qu'il y a du poids. Et même dans les virages, vous voyez, je réaccélère, ça sort comme une balle. Franchement, c'est un grand bonheur à conduire. Ceux qui pensent qu'on s'ennuie au volant d'une voiture électrique, ferait bien de prendre le volant. Maintenant, la question c'est à quoi ça sert? Regardez bien, ça va vite. 3 secondes et demie. Pour les reprises, absolument aucun problème. Vous pouvez doubler même un camion dans une côte. Côté récupération d'énergie, Volvo a fait simple, alors que certains constructeurs proposent plusieurs niveaux de récupération. Bah là, c'est pas compliqué. En mode standard, vous voyez, si je relâche, on n'a pratiquement pas de frein moteur, donc ça permet d'exploiter de la roue libre. Et puis si on enclenche le One Pedal Drive, là, voilà, hop, eh bien, dès que je vais relâcher l'accélérateur, on a un freinage qui est très très marqué et qui va jusqu'à l'arrêt total du véhicule sans prendre la pédale de frein. Dans les défauts, on a la rétrovision centrale qui est vraiment extrêmement mauvaise. Heureusement, les rétroviseurs latéraux sont généreux. Le classique 110 km/h avec le micro d'ambiance, je vais quand même préciser que j'essaye de le faire à peu près toujours au même endroit, hein, pour avoir des conditions qui sont similaires. Et verdict, on est plutôt aux alentours de 68 décibels, ce qui est surprenant dans le mauvais sens du terme pour un véhicule électrique. C'est sans doute dû à l'aérodynamique, comme on l'a vu, qui n'est pas extraordinairement bonne, et puis sans doute également aux pneus Michelin Cross Climate 2 des 4 saisons, qui doivent être un peu plus bruyants que des pneus été dans le même exercice à 110 km/h. 2 tonnes 2, une aérodynamique pas très favorable. Résultat des courses, eh bien une consommation quand on est à vitesse élevée, à 130 km/h, on est déjà à 30,3 kWh au 100 km. Pour l'instant, on n'a fait qu'une quarantaine de kilomètres, mais la consommation s'envole. C'est là qu'on voit par exemple l'intérêt d'une aérodynamique très affinée sur les Mercedes et surtout des technologies de moteurs différentes. Ici, on a des moteurs synchrones à aimant permanent dont la consommation s'envole à grande vitesse, alors qu'avec des moteurs synchrones bobinés ou des moteurs asynchrones, on a des consommations beaucoup plus mesurées.
La pluie s'invite comme des larmes de tristesse au moment de parler de l'autonomie parce que c'est vrai que c'est sans doute un des points les plus décevants entre guillemets de la voiture. On a roulé plutôt gentiment, on a fait 185 km, on a consommé en moyenne 24,6 kWh avec une grande majorité quand même de conduite sur des routes à 80. Ça veut dire que on paye la puissance élevée, on paye le poids de 2 tonnes de l'engin. Dès qu'on va un peu plus vite, on paye l'aérodynamique qui n'est pas extraordinaire. Et puis la présence de deux moteurs synchrones à aimant permanent qui n'aiment pas dépasser 120 km/h. Donc avec une batterie de 75 kWh utile, on est très loin des 441 km qu'annonce Volvo. Dans la réalité, vous voyez, il nous reste 90 km d'autonomie. On serait à peine 300 km en ayant roulé raisonnablement. Si l'autonomie est quelque peu décevante, on se dit qu'on va se rattraper avec la recharge. Malheureusement, non, parce que tout d'abord, vous ne pouvez charger qu'à 11 kW. Il y a des véhicules, je pense à la nouvelle Renault Mégane E-Tech qui, en option, peut charger jusqu'à 22, donc 11 kW sur du courant alternatif. Et en courant continu, on a une allure de charge qui s'arrête à 150 kW quand les concurrentes, que ce soit les coréennes ou que ce soit les américaines avec Tesla, montent jusqu'à 250 kW. En revanche, Volvo vous fournit une carte qui permet d'accéder au réseau Ionity à 39 centimes la minute, ce qui restera quand même assez cher vu l'allure de charge de la voiture. Mais malheureusement, cette carte, vous allez le voir, ne donne pas accès à tous les réseaux. Voilà. Donc, je ne pourrais pas charger ici. Ça fait partie encore des mauvaises surprises de l'électrique. Le Volvo C40, c'est comme le vent à Château-Gaillard en ce moment, ça décoiffe. Alors c'est une voiture à réserver à ceux qui veulent rouler avec du brutal. Maintenant, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir autant de puissance, surtout quand l'autonomie sera quand même assez limitée. Ce sera plutôt aux alentours de 300 km et pas plus de 400 km comme le prétend Volvo. On peut se poser la question parce que certains véhicules électriques, je pense en particulier à la Renault Mégane E-Tech, arrivent avec des solutions pas moins plaisantes à conduire et beaucoup plus pragmatiques. Voilà. Autre point quand même qui risque de poser quelques problèmes, Volvo vend cet engin, alors sublime à conduire, 62 250 €. Ils vous proposeront d'entrée d'avoir 4% de réduction pour être en dessous de la barre des 60 000 € et bénéficier de 2 000 € de bonus écologique. Ça fait quand même très très cher, donc vous n'en verrez sans doute pas partout.